à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Konnichiwa à tous et à toutes, et donc aujourd'hui un épisode un peu spécial car je reçois un invité qui est loin et qui se trouve au Japon. Cet invité c'est Pierre. Pierre, comment ça va? Salut Christophe, ça va et toi? Moi ça va très bien également, merci beaucoup. D'ailleurs, attends, petite question, comment ça va en japonais déjà? Genki? Genki, ok. Et donc un épisode où on va parler de ton expérience au Japon et de tous les sujets liés à l'écologie et comment ça se passe au Japon, sachant que tu vis actuellement là-bas. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire depuis combien de temps tu es au Japon, ce que tu fais là-bas? 3 ans que je suis au Japon. Il y a eu une coupure de 6 mois involontaire due au Covid, mais ça, bon, j'en parlerai après. Donc j'ai fait 2 ans d'études au Japon en fait. D'accord. En double diplôme. Où j'ai un diplôme d'école d'ingénieur français et du coup un diplôme d'université, un master d'université japonaise. D'accord. Sur quel thème? Enfin, ingénieur, c'est très général. Hein. Ok, d'accord. Ingénieur généraliste. Et le nom de mon master au Japon, c'est Master of Engineering. Ok. Donc ça reste très généraliste. D'accord. Et à la fin de mon master, en fait, j'ai commencé à chercher du travail au Japon parce que je me suis dit pourquoi pas rester. Comme j'en ai trouvé. Là, je suis resté. Ok. Donc, je travaille dans une entreprise pas japonaise. Ok. La philosophie des entreprises japonaises, c'est un peu difficile. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'étrangers dans mon entreprise. Donc, c'est bien d'avoir un peu les deux, des étrangers et des japonais, d'avoir une mixité internationale. Internationale, ouais. Et par rapport, parce que c'est un peu le sujet d'actualité avec le Covid, comment ça se passe là en ce moment, le Covid au Japon? Et donc, le Covid au Japon, ils ont beaucoup moins de cas en France. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. En fait, ils ont été très restrictifs sur les entrées. Ok. Donc, moi, typiquement, j'étais en France en février et en mars, au moment où ça a été un peu le confinement, quoi. Ouais. Et je devais rentrer début avril au Japon et j'ai pas eu le droit de rentrer. Ah. Ouais, je suis résident au Japon, donc je paye mes impôts au Japon, je travaille au Japon, enfin c'est presque comme si j'étais japonais quoi. Mais j'avais pas le droit de rentrer alors que les japonais qui font la même chose, eux ils avaient le droit de rentrer au Japon. Ouais. Et ça a duré pendant 4 mois cette situation. Ouais. D'accord. J'ai pu rentrer en août. Il y a eu une petite période en août où ils ont laissé quelques gens rentrer, mais seulement ceux qui étaient partis avant avril. Ok. Ça veut dire que là il y a toujours des résidents étrangers, des gens qui habitent au Japon qui sont bloqués à l'étranger. Ok, ouais, difficile, mais après peut-être que c'est ce qui leur permet aussi de bien contrôler l'évolution de la maladie. Et oui, voilà, c'est une solution comme une autre, quoi. Et après, comme il y a une distance sociale de base au Japon, c'est plus facile, comme ils sont habitués à porter le masque aussi, je pense que ça permet de limiter l'évolution de la maladie. L'expansion du virus rapide. Ça marche. Et donc, on va rentrer, si tu veux bien, directement dans le vif du sujet de cet épisode. Donc avec toi, on va aborder justement tous les aspects de l'écologie au Japon et voir un peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe là-bas en comparaison avec la France, sachant que toi, tu as du coup les points de vue du français et le point de vue au Japon. On va commencer directement, je pense, par la première partie sur le zéro déchet. Et justement, si j'ai bien compris, souvent j'ai l'impression que dans les pays asiatiques, c'est vrai que l'emballage, tout ce qui est trait à l'emballage est un problème et que c'est souvent suremballé. Est-ce que c'est le cas aussi au Japon? Oui, au Japon, c'est, je vais dire, extrêmement le cas. À quel donc point? Là, ils ont fait passer une loi. Donc maintenant, les sacs plastiques dans les supermarchés, il y a encore des sacs plastiques au supermarché. C'est vrai qu'en France, on n'est plus trop dans cette époque-là, mais au Japon, il y a toujours des sacs plastiques au supermarché. Et maintenant, ils sont payants. Okay. Donc ça varie en fonction des supermarchés, mais en général, c'est 3 à 5 centimes. Ouais, donc ça reste très peu. Voilà. Et il y a... je dirais 50-50 les gens qui ont commencé à utiliser leur MyBag et les gens qui continuent à acheter des sacs plastiques. Je pense que c'est 50-50. Mais de toute façon, en fait, même si tu utilises plus les sacs plastiques à la caisse, tout est suremballé en fait. Donc tu vas être forcé pratiquement de consommer beaucoup de plastique, même si
tu arrêtes d'utiliser des sacs plastiques finalement. À quel point c'est suremballé? Est-ce que ça va jusqu'à l'emballage individuel? Les emballages Ouais, individuels sont très présents? ouais. Donc, typiquement, si on prend l'exemple des fruits et légumes, C'est vrai que en France, ça reste du vrac. il y a Ouais. toujours des plastiques parfois, mais on peut quand même faire sans plastique. Et souvent en France, c'est au kilo en fait, tandis qu'au Japon, ça va être à la pièce. Donc, Avec à chaque fois un emballage par pièce? ouais, ça varie, mais typiquement, tu peux avoir une courgette, quoi, avec un emballage. Et Et l'emballage... parfois, t'as Ouais. même la barquette, tu sais, la barquette en polystyrène, quoi. Pour le légume. Pour ton aubergine, par exemple. Hier, j'ai vu ça, des aubergines qui étaient allongées sur une barquette en polystyrène et puis recouvertes d'un plastique. Sachant que c'est même pas une aubergine coupée en plusieurs morceaux, c'est vraiment l'aubergine entière qui aurait Ouais, pu c'est être ça. posée dans un bac Ouais, et qui est laissée comme c'est ça. ça. Aussi par rapport au pot de café, où ils rajoutent au pot de café en verre Ah oui, du suremballage. Tu peux en dire un peu Ouais. plus? De base, au Japon, ils aiment bien les emballages. Je pense que c'est le céleri, c'est très important au Japon, donc c'est plus pour la forme, je pense. Il faut faire quelque chose de propre et du coup, Ouais. l'emballage, ça va participer à ça, de faire un bon produit. Et typiquement, j'avais acheté du café dans un pot en verre. Classique, Et arrivé à la caisse, ils ont commencé à me l'emballer avec du papier bulle. Comme si Parce c'était que une bah, c'est télé l'hiver. ou un appareil Voilà. électroménager. Et je leur ai dit, oh non, ça va aller. Et puis, donc, eux, ils sont arrêtés, mais ils me regardaient un peu, mais laisse-nous faire notre travail, on veut bien t'emballer ton produit. Mis à part ces sacs plastiques qui maintenant ont un prix, même si bon, on va pas se mentir, quand même 3 centimes, c'est pas énorme. Est-ce que tu vois quand même une évolution dans ce sens pour réduire les emballages et les déchets? Très lente, hein. Très lente. C'est lente. Typiquement, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tu peux quand même trouver des légumes qui sont pas emballés, hein. Je choisis au maximum ces légumes-là pour éviter justement les emballages. Ouais. Mais arrivé à la caisse, en fait, ils vont te proposer de les mettre dans un sachet plastique. Quoi qu'il arrive. Pas spécialement quoi qu'il arrive, mais des fois ils te le proposent pas, ça dépend. Ou peut-être c'est parce que moi, à la fin, ils connaissent ma tête et du coup, ils savent que j'en prends pas, je sais pas. Enfin, les gens, en général, du coup, ils en prennent, quoi. Je pense que c'est un peu l'idée que si c'est pas dans un plastique, ça a touché quelque chose et c'est sale. Peut-être, Je pense que c'est pour ça. Mais après, de toute façon, des légumes, ça vient de la terre, hein, donc c'est sale, il faut les laver, quoi. Quoi Que ça qu'il arrive. soit dans un plastique ou pas, faudra les laver avant de les manger. Et c'est vrai que si au début ils pratiquent l'emballage et donc la production de déchets qui va avec, est-ce que de l'autre côté du cycle, est-ce qu'il y a un recyclage qui est organisé justement par rapport à ces déchets pour les cartons, les plastiques et autres? Ils sont très à cheval sur le recyclage, enfin sur la séparation des déchets en fait. Et quand je suis arrivé au Japon, quand j'ai loué mon appart, les gens ils me disaient ouais fais très attention aux déchets, bien le lundi c'est le carton, le mardi c'est le plastique par exemple. Ouais. Mais finalement en fait donc tu tries tes déchets, mais quand tu te renseignes tu vois que par exemple typiquement les déchets plastiques ils vont être brûlés, ça va être de la cogénération. Ouais. Et eux ils appellent ça du recyclage en fait. Quand tu dis plastique, c'est n'importe quel plastique. C'est ça. C'est pas comme en France où on va dire t'as le plastique emballage individuel qui lui va être brûlé et le plastique recyclable de l'autre côté. Non, c'est vraiment tous les plastiques sont brûlés. Non, pas tous. Mais les bouteilles je sais par plus exemple combien, ou c'est 60%. Non, les bouteilles c'est différent. Ok. C'est séparé. Typiquement, t'as un jour des bouteilles et un jour des emballages plastiques. D'accord. Mais en fait, avant, ils envoyaient beaucoup de leur plastique en Chine et dans les autres pays asiatiques. Et maintenant que la Chine refuse leurs déchets plastiques, ils vont être forcés de les traiter eux-mêmes. Ouais. C'est vrai que Ils veulent pas que leur plage soit dégueu. Ouais. C'est déjà le cas, hein. Il y a des plages pas très loin de chez moi et quand même quelques plastiques dessus, quoi. Et c'est vrai que en France, on a un petit peu le même problème, j'ai l'impression, où on recycle, mais comme tu dis, on sait pas trop où vont les déchets et beaucoup sont exportés finalement. Et maintenant, justement, que ces pays commencent à refuser ces déchets, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, je vois que le Japon rencontre les mêmes problèmes que la France. Et d'ailleurs, tu me parlais de culture par rapport à l'emballage, qu'il y avait vraiment une culture japonaise, on va dire, de la propreté et que ça pouvait être lié à ça. Mais justement, en tout cas en France, on a un peu aussi cette image au Japon
de quelque chose de très épuré par rapport au minimalisme et à tout ce qui se passe, par exemple avec Marie Kondo. C'est des phénomènes qui viennent du Japon finalement, donc de se réduire de tout. Est-ce que ça, au Japon, dans ce pays même, est-ce que ça se ressent? Bah, Marie Kondo, elle a du succès, c'est d'abord parce que il y a un marché au Japon. Donc je pense que, en fait, j'ai pas trop d'exemples, j'ai pas trop été dans les maisons des gens au Japon, mais je pense que non, ils sont assez consommateurs finalement, j'ai l'impression. Quand je te disais il y a un marché au Japon, typiquement Marie Kondo, elle donne des techniques pour ranger sa maison et se débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin. Mais s'ils sont livres à marché, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui étaient intéressés parce qu'ils avaient trop de choses chez eux, tu vois. Ouais, Et donc finalement, au Japon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup de bibelots chez eux. Maintenant, les jeunes peut-être moins. Parce qu'il y a quand même eu la crise, l'explosion de la bulle là, dans les années 90. Mais je pense que les gens qui ont 40 ans et au-delà, non, ils sont pas trop minimalistes. Ouais, c'est ça. C'est en fait le surplus de consommation qui a entraîné un peu cette prise de conscience de il faut réduire la consommation, les produits qu'on a chez nous, et ce qui a créé ce nouveau marché, d'après toi. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément ce que l'on pense tout de suite quand on pense au Japon. Je sais pas si toi t'as eu cette image aussi voilà, un grand salon blanc avec juste une petite table au milieu et des coussins autour. Je sais pas si ça ressemble. Si, il y a ça, mais après, typiquement, je sais plus quelle maison c'était. En fait, c'était ça, le salon était propre, mais après, quand t'allais à l'étage, là, il y avait beaucoup de choses un peu partout, quoi. Ouais. Ouais, non, ils ont quand même pas mal de bibelots, on va dire. Ok. Bah, si tu veux bien, on peut aller dans la deuxième partie de ce podcast, donc sur l'alimentation et en particulier le végétarisme. Oui, voilà, l'alimentation de viande et le végétarisme au Japon. Bah là-dessus, je vais partir un peu du cliché qu'on a ici en France avec l'alimentation au Japon. Ça se reflète via les restaurants japonais, donc c'est surtout des sushis, des sashimi, des soupes miso, des yakitori. Est-ce que ça reflète bien l'alimentation au Japon? Non. Du tout. Surtout pas l'alimentation familiale, je dirais. C'est pas ce que tu vas manger à la maison. Les sushis, c'est quand même en général quelque chose d'assez cher en fait. Si tu veux des bons sushis, ça peut être assez cher. Du coup, non, ils y vont rarement. Le yakitori, ouais, si, le yakitori, ça, entre amis, tu vas faire des yakitori un samedi soir par exemple pour sortir. Mais sinon, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Le miso aussi, le miso c'est très représentatif. Donc en partie, ouais. Mais donc, ce qu'on a l'image, qui va avec d'une alimentation assez saine et assez pauvre en viande, finalement. En tout cas, j'ai l'impression c'est surtout une alimentation pesco-végétarienne. C'est le cas? Non, c'est plus trop le cas en fait. C'était le cas à la base, mais surtout, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, la croissance du Japon, ça devient de moins en moins le cas en fait. Il y a surtout les jeunes aussi, j'ai l'impression qu'en fait c'est assez difficile à cuisiner le poisson par rapport à la viande, puisque la viande tu la fais cuire et puis c'est bon quoi. Le poisson ça va être un peu plus compliqué et j'ai l'impression que les jeunes de plus en plus ils préfèrent la viande qu'au poisson en fait. Et la consommation de viande au Japon augmente chaque année. C'est encore moins que la France, mais bon en France j'ai l'impression qu'elle diminue tandis qu'au Japon elle augmente. Est-ce que c'est pas l'influence occidentale qui entraîne Si, typiquement il doit y avoir de ça aussi. Bah oui, je sais pas pourquoi, mais ils aiment beaucoup la viande. Après, j'avais vu comme chiffre que quand même, leur alimentation de viande est beaucoup plus faible qu'en France. J'ai vu donc 50 kilos, c'est ça, 50 kilos pour un Japonais par an, contre 87 kilos par an, je crois, pour un Français moyen. Donc bon, ça reste quand même une alimentation en viande qui est bien inférieure à celle en France. En poids, elle va être... en poids, elle va être largement inférieure. En fréquence, je sais pas, parce qu'en fait, t'as de la viande un peu partout, en petite quantité, en fait. Ça va être très difficile d'avoir un plat végétarien à 100%. Mais d'ailleurs, je voulais te poser la question là-dessus. Est-ce que c'est facile donc d'être végétarien au Japon et comment c'est perçu là-bas? En fait, avant d'aller au Japon, j'étais
côté végétarien. Enfin, on peut dire même vegan, parce qu'en fait, à part des œufs, je mangeais rien d'animal. Pas de lait, pas de fromage? Non, j'aime pas le fromage en fait. Comment c'est Et du coup, possible? typiquement, quand je dis ça aux Japonais, ils me disent, mais du coup, tu manges quoi? Ouais. Comme pour nous, le Japon, c'est le sushi. Pour les Japonais, la France, c'est baguette et fromage, quoi. Et le vin. Et le vin, oui, exactement. Du coup, non, quand je suis arrivé, en fait, j'ai arrêté pour le côté social, en fait. Parce que, bah voilà, typiquement, si tu vas à un yakitori et puis que tu dis, bah, je mange pas de viande, c'est compliqué. Et même dans les cantines ou dans l'alimentation de tous les jours, sans aller chez les personnes? Dans la cantine de mon université, en fait, c'était un self. Donc, t'avais moyen de prendre des trucs vegan ou végétariens. En fait, si tu sais lire le japonais, ça va être beaucoup plus facile. Par contre, il faut aimer le tofu et le soja, en fait. Parce que ce qui va t'apporter des protéines, bah, si tu manges pas de viande ou de poisson, ça va être ça, en fait. Ils ont pas trop de légumineuses, genre type pois chiches ou haricots. Ils en ont pas tant que ça, en fait. Ils ont des haricots rouges. Tu sais, les petits, ce qu'on appelle les azuki. C'est des petits haricots rouges. Mais c'est très très cher. Très cher. Surtout que c'est importé, j'imagine. Non, justement. Ceux-là sont faits sur place. C'est pour ça qu'ils sont chers, en fait. Et tandis qu'en France, genre tout ce qui est lentilles et tout, ça coûte rien. Ça coûte rien, oui. Je confirme. C'est très facile d'être végétarien, d'avoir des protéines en étant végétarien, tandis qu'au Japon, si t'aimes pas le tofu, bon, il est bon par rapport à celui de France, et il y en a pas mal de variétés. Bah, de toute façon, ça va être difficile. Le tofu, ça vient du Japon, non? À l'origine. Oui, c'est pour ça qu'il est meilleur, j'imagine. Et parce que le riz, t'as pas trop de protéines, quoi. Donc, ouais, non. C'est bien de se nourrir de riz, mais au bout d'un moment, bon, c'est compliqué de faire qu'avec ça, ouais. Et par rapport à la perception des autres, je crois que tu me disais que tu pouvais facilement être vu comme malpoli ou ce genre de choses si t'étais végétarien, ou comme entre guillemets un alien. Je sais pas si je dirais un alien, mais là-dessus, je sais pas, j'ai l'impression que leur pensée change un peu quand même. J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile de dire que t'es végétarien. En tant qu'étranger, peut-être, en tant que japonais, je sais pas comment ça peut être faisable. Parce qu'en tant qu'étranger, de toute façon, t'es déjà un peu bizarre, donc ça peut peut-être être accepté plus facilement. Mais c'est vrai qu'ils vont te poser des questions, pourquoi tu fais ça, comment tu fais, si tu manges pas de viande, qu'est-ce que tu manges, ça va bien, ta santé ou des choses comme ça. J'ai souvent des questions comme ça. Mais par curiosité, c'est bienveillant. J'imagine, je sais pas. De toute façon, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ce que je mange? Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est juste de la curiosité. Ça, ils s'intéressent, mais ils iraient pas jusqu'à l'appliquer eux-mêmes dans leur propre alimentation. Peut-être en test, j'en connais qui ont testé en fait, mais qui sont pas restés végétariens, mais qui ont testé. Justement, ça m'a étonné qu'il y en ait quand même qui testent, donc c'est bien, ça fait preuve d'une ouverture d'esprit, parce que tu pourrais juste dire oh non, c'est pas pour moi, mais non, il y en a quand même qui testent. Non, c'est cool. Et là-dessus aussi, est-ce que tu vois une évolution donc qui va plus, comme en France, un peu il y a ce grand débat, voilà, sur la consommation de viande, avec les lundis verts à la cantine où aucune viande n'est servie, voilà. Est-ce que tu vois apparaître ce genre d'initiative au Japon? Non. Ça, je pense, non, c'est compliqué. En fait, je pense que avec les années, ça va être plus facile d'être végétarien au Japon. Ce sera peut-être plus accepté, mais c'est pas pour ça qu'il y en aura plus, en fait. Par exemple, en France, j'ai l'impression que, je sais pas, les collectivités locales ou le gouvernement fait en sorte qu'il y ait des plats proposés typiquement végétariens dans les cantines ou des choses comme ça. J'ai jamais entendu parler de ça au Japon Enfin, si j'entends parler de ça au Japon un jour, ça m'étonnera beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a un parti écolo? Est-ce qu'il y a des mouvances écolos qui existent au Japon? Je sais qu'il y a Greenpeace qui existe au Japon, mais je sais pas trop. Après, je sais qu'il y a quelques trucs. Là, j'avais vu qu'il y avait... En tout cas, moi, j'avais vu qu'il y avait un parti vert qui s'appelle tu me corrigeras si je prononce mal, Midori Noto. Je sais pas si ça veut dire parti vert, peut-être, tout simplement. Oui. Ok. Du coup, le Midori Noto, le parti vert, qui apparemment a été créé en 2012 après Fukushima, et qui, en soi, son principal cheval de bataille, c'est le nucléaire. Mais j'ai pas l'impression, ouais, comme tu dis, qu'ils aient un grand poids politique au Japon. C'est surtout un mouvement contestataire. T'en avais entendu parler ou pas? Non. Ça marche. Et on peut aller vers le troisième thème de ce podcast, donc les transports. Là-dessus, j'avais une question. Quelle est la place? Parce qu'en tout cas, au Japon, il y a quand même des mégalopoles beaucoup plus
énormes que ce que peut être Paris. Quelle est la place de la voiture dans cette ville et la place de la voiture par rapport au vélo et au transport en commun? Et typiquement, en semaine, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise sa voiture privée. Les voitures qui vont rouler, souvent, ça va être des voitures de la poste ou des trucs... Des services? Des services, exactement. Ils vont beaucoup utiliser le train, à Tokyo en tout cas. Pour ce qui est de la campagne ou des choses comme ça, je pense qu'ils utilisent plus la voiture, mais vu le nombre de personnes qu'il y a à Tokyo et dans les autres métropoles par rapport aux gens encore à la campagne, la population de Tokyo et des grosses métropoles est beaucoup plus représentative. Donc ils vont beaucoup utiliser le train, ouais. Le train c'est génial au Japon. Je suis devenu fan du train depuis que je suis au Japon. C'est vrai, le train est vraiment mieux. Ouais. Ça fait cliché, mais il est beaucoup plus propre, c'est mieux desservi. Ouais, l'espace, typiquement dans leur TGV, t'as beaucoup plus d'espace. Il n'y a pas de retard, quoi. Ouais, c'est peut-être le principal point d'avantage du train au Japon. Et en matière de technologie, je me demandais d'ailleurs si, par rapport à la voiture, est-ce qu'il y avait de plus en plus de voitures électriques ou à hydrogène, quelque chose qui se développe pas mal? Des hybrides, il y en a pas mal, et des voitures électriques aussi. D'ailleurs, tu les entends en fait, les voitures électriques, parce que, dans le sens où tu les entends pas en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'elles sont électriques parce que tu les entends pas, et c'est là que tu dis, oups, j'aurais dû regarder au passage piéton. Et ils utilisent beaucoup le vélo aussi. Enfin, c'est l'impression que j'ai en regardant les maisons autour de moi. Il y a des vélos un peu partout. Avec des pistes cyclables qui sont bien aménagées? Ouais, finalement, je trouve que ça se fait pas mal en vélo. Même Tokyo, ça peut se faire en vélo. Ça va, c'est pas si dangereux que ça. Il y a des pistes cyclables. Je dirais, il y en a pas partout, mais t'en as quand même. Et toi, tu te déplaces comment là-bas? Justement, depuis que je suis rentré, là, j'ai acheté un vélo. Avant, je marchais pas mal et je prenais le train, et maintenant, depuis que j'ai acheté mon vélo, je crois que j'ai pas pris le train une seule fois en fait. Ok. Je me déplace au maximum en vélo. Ça va. Ouais, j'habite pas à Tokyo, mais finalement, même en étant en dehors de Tokyo, tu peux aller à Tokyo en vélo, quoi. Finalement, ça se fait pas mal en vélo. Et donc là, pour un peu conclure sur ces trois points, tu dirais quand même que il y a un peu ce cliché de l'image du Japon qui en fait beaucoup plus pour l'environnement, alors que finalement la conscience écologique, d'après toi, est vraiment moins présente là-bas qu'ici. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils aient une conscience écologique très développée. Ça se voit au niveau des déchets, en fait. J'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte que tout ce plastique, c'est pas terrible de brûler. De jeter autant, quoi. Il sera pas recyclé, et puis même s'il est recyclé, si tu peux t'en passer, ça sert à rien de l'utiliser. Je pense qu'ils se posent pas trop la question, en fait. Et je crois que tu m'avais aussi donné l'exemple pendant les grandes chaleurs des clims. Des clims. Ouais, ça, je dirais que de toute façon, tu peux pas vraiment faire autrement. C'est difficile. Je pense que si tu as vécu l'été japonais, tu comprends pourquoi ils utilisent la clim. Et là-bas, il y a déjà les conséquences. On voit les conséquences du réchauffement climatique. Moi, je l'ai vu l'année dernière dans le sens où je suis allé tout au nord, l'île tout au nord à Hokkaido pour profiter de la neige. Et il n'y a pas eu de neige. Alors qu'il neige tout le temps normalement. Il neige pas mal. Et ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a vraiment pas de neige, c'est un peu inquiétant. Ah mince, ok, ouais. Ouais, donc ça se voit là-bas. Plus le réchauffement, l'été aussi, les étés sont de plus en plus chauds. C'est ça je trouve ça bizarre. Ils devraient se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose d'inquiétant, quoi. C'est pas normal. Voilà. Mais sinon, donc ça c'est pour le niveau déchets. Je pense qu'ils ont beaucoup encore à faire. Pour le niveau nourriture, donc comme on a dit, c'est très difficile d'être végétarien avec l'impact, le poids de la société. En fait. Mais j'ai l'impression que les mentalités changent, et comme on a dit, ils sont quand même moins consommateurs. Ils consomment des plus petites portions. Ça va être très difficile de trouver un steak de 200 grammes typiquement. Ils partent de moins loin. Ça sera très cher, quoi. Et surtout qu'ils aiment bien consommer local, en fait. Ça, c'est pas une idée écologique, c'est plus ils sont contents de manger ce qui vient de chez eux, quoi. Ok, c'est vrai qu'on je pense que c'est bien, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué du tout. S'ils consomment beaucoup de produits, c'est quand même quelque chose qui est mieux qu'en France, et que peut-être on devrait s'inspirer ici. Ouais, typiquement, en fait, eux, ils atteignent pas du tout l'autosuffisance alimentaire, donc ils sont quand même obligés d'importer pas mal de nourriture, mais quand ils peuvent, ils vont préférer le local. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les légumes souvent vont être chers, en fait, parce que c'est beaucoup de montagnes au Japon, donc c'est difficile de produire
de produire beaucoup et du coup forcément c'est cher. Mais par contre en France on est largement autosuffisant et pourtant on importe autant que les Japonais quoi. Donc finalement là-dessus je pense que niveau consommation locale, je pense que au vu de ce qu'ils peuvent faire, je pense qu'ils font pour le mieux quoi. Et pour le troisième point, pour les transports, d'après ce que j'ai vu, ils vont moins prendre la voiture que nous parce que c'est beaucoup plus pratique de prendre le train et de prendre le vélo. C'est là où on voit quand même l'importance des infrastructures et pourquoi il faut vraiment investir dans ces domaines-là pour pousser les gens en fait à utiliser ces moyens de transport et pas juste je sais pas taxer le pétrole ou faire des mesures plus punitives. Ouais. Ok. Ouais, si le service est là, tu l'utiliseras quoi. Ouais, clairement, c'est vrai. Ouais. Et si tu veux bien, on va enchaîner avec la 4e partie. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter avant de passer aux écolotips. Dès que le Japon sera ouvert, venez au Japon. Après, pour y aller sans avion, c'est compliqué aussi. Ah ouais, pardon. J'écoutais le voyage de François 1 an et demi. Ouais. Oui, c'est ça, qui était allé en Amérique du Sud en bateau stop. Après, peut-être il y a moyen de faire du stop ou il y a un train qui fait le transsibérien, peut-être pour... Voilà, moi c'était ça mon idée. C'était pas genre si on rentrait sans avion, ça serait de passer vers Vladivostok, passer par la Russie et prendre le train en fait. Ouais, le transsibérien. Ça doit être génial, mais effectivement, il faut trouver 1 ou 2 mois dans sa vie. C'est difficile quand tu travailles de trouver ce temps-là juste pour rentrer chez toi. En tout cas, si tu le fais pour rentrer en France, tu seras chaleureusement invité à en parler. Et donc, on va passer à la dernière partie, donc les écolotips. 4 questions, 4 réponses courtes sur les 3 thèmes du podcast. Donc l'alimentation, le transport, le zéro déchet, ainsi qu'une 4e question sur un document culturel que tu conseilles aux auditeurs sur le thème de l'environnement. Donc, première question, est-ce qu'il y a un plat végétarien que tu aimes préparer, que tu conseilles à tout le monde, facile à faire Comme c'est le Japon, je vais dire quelque chose avec du riz. D'accord. C'est très simple à faire, donc c'est du riz, si possible du riz japonais, du riz complet japonais, avec les azuki, c'est des petits haricots rouges en fait, on trouve dans tous les magasins bio en France. D'accord. Même un Carrefour je pense. Ok. Et donc avec ça tu vas mettre du gingembre et comment on dit en France, du sésame. En huile des graines de sésame. Des graines de sésame broyées en fait. Et sinon en fait tu peux faire ça aussi avec en France c'est bizarre la prononciation, c'est gomasio. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose. Ça veut dire, ça devrait se dire gomashio je pense, parce que c'est en gros goma c'est sésame et shio c'est sel. Donc en gros ça te permet d'avoir du sel et du sésame en même temps. Ok. Donc voilà. Au final, en tout cas le plat final c'est un plat de riz parfumé avec le gingembre, le sésame et les haricots rouges. Le gingembre et le sésame. Ok. De toute façon, tu m'enverras la recette et je posterai ça donc sur le site internet du podcast, cafévertpodcast.fr. La question normalement c'est une destination en France ou à l'étranger proche de la France, accessible en train ou voilà que t'aimes particulièrement. Peut-être si tu veux tu peux faire peut-être quelque chose au Japon. Un petit bonus Japon. Je vais commencer par la France, donc la Loire à vélo, je conseille. Ouais, tu l'as déjà faite ? Ouais, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait une bonne partie. Et c'est très bien aménagé. Et justement, ce qui est bien, c'est on n'est pas obligé de tout faire, quoi. Tu peux commencer par prendre le train pour aller ça dépend d'où tu veux partir, de Angers, de Saumur, ou si tu pars dans le sens d'Orléans. Ouais, c'est vrai que ça me rappelle aussi un article que j'ai fait là, juste peu de temps là avant cet enregistrement. Où je parlais justement d'une autre piste qui vient d'être ouverte, la Seine à vélo, et donc qui suit le même principe, donc entre Le Havre et Paris, une longue piste à vélo qui longe la Seine. Et donc voyager à vélo, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se développe pas mal. Et ton bonus japonais ? Donc si vous allez au Japon, à Tokyo c'est bien, mais je vous conseille d'aller à Yokohama et Minato Mirai. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces deux villes ? Donc Minato Mirai c'est un quartier de Yokohama. Ok. Je pense que c'est le quartier le plus récent de Yokohama. Et il y a beaucoup de bâtiments en fait qui ont été construits au moment où les Occidentaux sont arrivés. Donc c'est un petit côté occidental, c'est assez joli, il y a des bâtiments en briques. Et il y a aussi la Chinatown, parce que quand les Occidentaux sont arrivés, et les Chinois aussi, c'est là qu'ils ont créé un quartier. Les Chinois se sont installés, donc il y a une grosse Chinatown à Minato Mirai. Et si vous descendez encore plus au sud, il y a Kamakura, qui est une
petite ville à 1 heure de Tokyo, je pense, en train. Et il y a une plage aussi, c'est assez joli. Ok, parfait. Bah, donc pour toute personne qui souhaiterait aller au Japon, donc on vous conseille Yokohama, c'est ça? Ouais, Yokohama. Yokohama et Kamakura. Ok. Une astuce zéro déchet que tu pratiques donc pour réduire tes déchets? J'ai commencé le compost. Ah, et alors? Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est un compost individuel ou un compost de quartier Non, que tu essayes c'est ça qui est dommage. En fait, j'avais vu qu'il y a quelques années, la ville de Yokohama proposait des composts de quartier, mais ce n'est plus le cas. Donc c'est un compost chez moi, sur mon balcon. Ok. Et donc tu arrives à avoir de la terre fertile, ça fonctionne bien? Bah, je viens de commencer, donc je pourrais te dire ça dans quelques temps, mais je pense que oui, ça va aller. Et sinon, j'ai commencé à recoudre mes vêtements aussi. Ouais, ça j'ai l'impression que c'est quand même le point essentiel en termes de zéro déchet, recoudre ses vêtements. C'est un peu fastidieux, j'imagine, mais c'est quand même pratique. Bah, c'est marrant, je trouve. Je suis encore un peu nul, mais Ça s'apprend. Ouais, voilà. Et un document culturel, livre, film ou autre que tu conseillerais à toute personne qui souhaiterait se renseigner un peu plus sur le thème de l'écologie et comment changer de mode de vie ou en tout cas. Je pense pas que ça dira comment changer de mode de vie, mais j'avais regardé Notre Planète, je crois que ça s'appelle en français, sur Netflix, et donc ça présente les différents habitats qui existent sur Terre, les pays, l'Antarctique et l'Arctique, donc les climats très froids. Il parle des eaux profondes, des eaux peu profondes, de la jungle. Donc c'est une série qui est divisée en épisodes, et ça permet de voyager sans pouvoir voyager. Parce que c'est vraiment très beau. Et qui traite aussi de l'impact des humains sur la planète. Oui. Parce qu'en fait, typiquement dans l'épisode sur les jungles, ils montrent la jungle, je crois que c'est à Bornéo, c'est classique. Donc ils montrent la jungle de base, et après en fait à la fin de l'épisode tu vois qu'il reste plus que, je sais plus, 25% de la surface qui existait à la base, et le reste ça a été remplacé par des plantations d'huile de palme ou des choses comme ça, quoi. Donc ils sensibilisent. Ils traitent quand même de l'impact de l'homme, et je sais pas, enfin moi je me suis dit c'est trop beau la Terre. Ça se trouve dans quelques années déjà, on peut plus voir, mais dans quelques années, ça sera fini, quoi. Typiquement, j'aime la Terre, et dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oui, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme l'eau. Ça donne pas de tips pour réduire son impact, mais ça peut donner la motivation pour faire quelque chose, quoi. Ok. Dans le sens où c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment très beau. Si on fait rien, dans quelques années il y aura beaucoup d'endroits, je pense, et d'animaux qui auront disparu, donc ça peut donner un peu de la motivation, quoi. Ça marche. Moi je vais rajouter un petit truc, normalement je le fais jamais, mais c'est vrai que là comme on traite du Japon et que j'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça, je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc un documentaire qui est présent en streaming sur internet et qui s'appelle Dekiru, et qui présente plusieurs initiatives qui existent au Japon, justement, pour que ça peut être de la monnaie locale, du vrac, se rapprocher de la nature, voilà, ce genre. En gros, c'est comme le film Demain de Cyril Dion, mais appliqué au Japon. Et j'ai trouvé ça personnellement super intéressant. Et ce sont pas des choses qui sont appliquées de façon générale dans le pays, mais c'est de bons exemples d'initiatives réalisées là-bas. Donc Dekiru qui veut dire quoi déjà? Que j'ai pas vu. Pouvoir, voilà. Le titre français, c'est possible. Donc, que je conseille vraiment, disponible en streaming sur Internet. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et vous retrouverez donc cet épisode sur tous les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et sinon aussi sur le site internet cafévertpodcast.fr. Je te souhaite en japonais, sayonara. Matane. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.